Sauf les humains. Lorsque les drones d'exploration de notre coalition ont découvert le système solaire, nous savions, grâce aux premières analyses, qu'il n'y avait rien d'important à cet endroit. La plupart des planètes étaient complètement dépourvues de vie d'aucune sorte, juste une poignée de roches stériles et de géantes gazeuses. La seule planète intéressante était la troisième planète, dont les scans montraient qu'elle était pleine de vie. Au cours des jours suivants, notre sonde a exploré la Terre. Même s'il ne pouvait pas voir grand-chose à travers l'immense quantité de débris spatiaux recouvrant la planète, apparemment en raison d'échecs de lancement dans l'espace, il a néanmoins obtenu des informations sur ce qui se trouvait à la surface. Il y avait une diversité de flore et de faune, une abondance d'eau liquide qui était étonnamment remplie de grains d'îlots de débris stagnants, et une espèce intelligente connue sous le nom d'humain qui semblait être la cause des structures et des débris spatiaux quelque peu communs mentionnés ci-dessus. Les analyses ont montré qu'il y avait environ 8 milliards de membres de cette race. La sonde s'est poursuivie après quelques semaines d'exploration de la surface. Leur mission principale était d'explorer un système nouvellement découvert qui semblait être riche en ressources et ne s'arrêterait pas sur une planète isolée au bord de nulle part. Bien sûr, les humains avaient réalisé qu'ils pouvaient aller dans l'espace, mais à cause de la quantité de débris flottant autour de leur planète, toutes leurs tentatives avaient échoué. Il semblait à la plupart des scientifiques qu'il faudrait encore 400 ans aux humains avant de construire des navires capables de quitter la Terre, et encore plus longtemps pour découvrir par eux-mêmes les voyages FTL. Jamais auparavant nous n'avions vu des progrès aussi pitoyablement lents. La plupart des espèces qui ont tenté d'atteindre l'espace en ont immédiatement fait leur objectif principal, briser les limites de leur planète d'origine. Sauf les humains. Quelque temps plus tard, un conflit éclata entre deux races membres de la coalition, les puissants et guerriers Xanzi et les Daniké, un peu plus récents et beaucoup plus dociles. Tout le monde savait que les Daniké étaient les victimes de cette guerre, mais ils savaient qu'ils affronteraient la colère de la puissante armée Xanzi s'ils intercédaient. Ainsi, les vaisseaux Xanzi ont facilement cristallisé et stérilisé un monde, capturé son autre planète sans transpirer et utilisé leur influence au Sénat pour convaincre leurs alliés et certaines races hésitantes d'expulser les Daniké de la coalition. Personne n'a essayé de défendre le Daniké, il s'agissait d'une race naissante de membres, sans représentant au gouvernement et avec peu de qualités exceptionnelles à proprement parler. Seulement 10 milliards de membres, une armée presque inexistante, ce qui pourrait être en partie la raison pour laquelle les Xanzi ont envahi, et seulement une poignée de navires capables de FTL. Ils étaient presque aussi misérables que les humains, comme l'a souligné un sénateur, et il vaudrait peut-être mieux les envoyer dans le système solaire et tester les humains. Après tout, ce serait un gaspillage de ressources d'envoyer une race vraiment importante et une nouvelle flotte pour accueillir les humains, pourquoi ne pas utiliser le Daniké ? Ainsi, les 52 grands navires de la colonie Daniké et de nombreux petits cargos et transports civils, tous avec leur part des 7 milliards qui ont survécu à la guerre et n'ont pas été réduits en esclavage par les Xanzi, ont sauté d'eux-mêmes vers le système Sol, sans soutien et sans retour en arrière. Leurs vaisseaux spatiaux étaient remplis de réfugiés, de personnes sans foyer où retourner. Personne ne serait heureux de les saluer dans l'état dans lequel ils se trouvaient. Sauf apparemment les humains. Plusieurs semaines se sont écoulées avant l'arrivée de notre deuxième sonde dans le système solaire, construite spécifiquement pour étudier les interactions entre les races humaines et Daniké. Lorsqu'il arriva, il apporta la nouvelle de ce qui s'était passé, les gouvernements humains de la Terre, et oui, ils étaient nombreux, avaient accepté les Daniké dans leur société. Leur planète était pleine de constructions et environ la moitié des vaisseaux qui atteignaient leur destination étaient toujours en orbite autour de l'espace. Il est intéressant de noter que la plupart des débris spatiaux ont été retirés. Il leur faudra cependant un certain temps pour s'adapter pleinement. Personne ne pouvait s'occuper d'autant de réfugiés à la fois. Sauf, comme nous l'avons découvert, les humains. Comme l'ont constaté les quelques chercheurs chargés d'observer les images des drones, les habitants de la Terre se sont adaptés avec une extraordinaire rapidité à leur nouvelle situation. Ils ont construit de nouvelles structures à une vitesse vertigineuse, en utilisant des machines massives qui imprimaient simplement des villes entières en quelques semaines seulement. Les cargos Daniké qui transportaient autrefois des marchandises se déplaçaient désormais dans la ceinture d'astéroïdes, extrayant des matériaux pour construire de nouvelles structures et, plus surprenant, de nouveaux vaisseaux spatiaux. Apparemment, les humains avaient appris à faire de l'ingénierie inverse sur pratiquement toutes les technologies que les Daniké avaient à offrir, des boucliers contre les particules au lecteur FTL.
Les véhicules qui avaient autrefois des roues ou des chenilles ont été convertis pour contenir des nœuds antigravité, de nouveaux vaisseaux uniques furent construits, soi-disant de conception humaine, et à notre grande surprise, ils se révélèrent encore plus rapides que les vaisseaux d'Aniké qui les précédèrent. Nous n'avons jamais vu un tel zèle auparavant. Sur la plupart des planètes, il fallait des mois pour construire un nouveau vaisseau, et encore un mois s'il devait être équipé d'un moteur FTL, ce qui est plutôt rare au sein de la coalition. La plupart des fourgons spatiaux de la coalition reposaient sur des moteurs solaires, car les moteurs FTL étaient trop compliqués à produire en série et trop coûteux à fabriquer en standard. Seuls les riches commerçants d'intersystèmes ou les grands porte-avions ou cuirassés militaires en possédaient, tandis que la plupart des autres engins spatiaux plus petits, tels que les croiseurs et les frégates, n'en possédaient pas du tout. Et sur cette planète jusqu'alors ignorée, de nouveaux vaisseaux spatiaux seraient construits et lancés d'ici une semaine. Alors que certains flotteraient autour de la Terre ou de la Lune locale, la plupart utiliseraient immédiatement leur moteur FTL et perceraient un trou dans l'espace-temps, voyageant vers on ne sait où. Désormais, nos dirigeants étaient de plus en plus curieux et inquiets face à cette nouvelle menace qui pesait sur leur mode de vie. Les généraux Xanzi ont ouvertement exprimé leur désir de s'emparer de tout ce qui rendait les humains si efficaces, et notre Sénat a capitulé et a permis aux Xanzi de rassembler une force de frappe pour reprendre ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. Une centaine de vaisseaux spatiaux massifs, dont des porte-avions, des destroyers, des cuirassés, des frégates et même un cuirassé destructeur de planètes, tous équipés d'une puissance de feu suffisante pour simplement soumettre une autre race membre si elle le souhaite. Des milliers de petits chasseurs, des centaines de transports de troupes et de péniches de débarquement pour une éventuelle prise de contrôle de la planète Terre. Une seule planète contre la puissance d'une flotte Xanzi entière était une tâche facile, quel que soit votre degré de préparation. Et il n'y avait aucune chance que la Terre soit prête, un an seulement après que le Daniké soit apparu pour la première fois à sa porte. La plupart des races se rendraient immédiatement et espéraient obtenir gain de cause, comme le firent les Daniké après seulement 2 jours de combat. Sauf bien sûr les humains. Dès que la flotte Xanzi est arrivée près de la plus grande géante gazeuse du système pour se regrouper et commencer son attaque, une petite flotte d'une douzaine de vaisseaux de classe croiseur s'est rassemblée près de la Terre pour défendre leur maison. À mesure que les Xanzi s'approchaient de la ceinture d'astéroïdes, la flotte grandissait progressivement pour correspondre à la taille des Xanzi, tandis que de plus en plus de vaisseaux spatiaux surgissaient apparemment de nulle part. Et lorsque les Xanzi franchirent la ceinture, la flotte humaine accéléra pour les rencontrer au milieu, sur une petite planète rouge appelée Mars. Lorsque les deux forces se sont affrontées, la bataille était plus serrée que quiconque ne le pensait, même si les vaisseaux d'Aniké disposaient à l'origine de boucliers et d'armes médiocres à peine un an plus tôt, les croiseurs et cuirassés humains semblaient être à la hauteur de leurs homologues Xanzi, échangeant coup contre coup dévastateurs. La flotte Xanzi était réduite à 50 vaisseaux, dont leurs cuirassés phares et quelques porte-avions destinés à subjuguer une planète, luttant contre 60 croiseurs et destroyers humains, tous déterminés à repousser l'ennemi. À leur arrivée, les amiraux de la flotte furent agréablement surpris. En fait, son précieux cuirassé n'a pas été détruit. Il flottait sur place, entouré de ses porte-avions et cuirassés de soutien, des 4 énormes canons destructeurs de planètes, chargés et prêts. Ce fut également une surprise pour les amiraux de la flotte, c'était un protocole standard de ne jamais garder les canons d'un cuirassé chargé à moins d'être prêt à tirer, sinon, la puissance de leur vaisseau serait épuisée, ses boucliers tomberaient en panne et ses systèmes de refroidissement finiraient par cesser de faire leur travail. Il était trop tard pour que les 4 amiraux Xanzi réalisent ce qui s'était passé. Lorsque l'appel fut lancé pour effectuer des manœuvres d'évitement, détourner toute l'énergie vers les boucliers, charger leurs propres canons ou abandonner complètement le navire, car les 4 vaisseaux amiraux, dans le chaos, avaient oublié de communiquer entre eux, le cuirassé qui leur faisait face avait tiré ses canons avec une précision parfaite. Chaque énorme explosion d'énergie, soutenue par la puissance d'un millier d'ogives nucléaires, frappait de plein fouet sa cible. La force de l'explosion n'était pas suffisante pour détruire complètement les cuirassés, mais elle a enlevé leurs boucliers, détruit leurs réacteurs principaux et de secours et détruit la plupart de leurs navires de soutien à proximité. Alors que les 4 vaisseaux amiraux s'éteignaient, tous les systèmes hors ligne, les amiraux regardaient à travers les vitres de leurs ponts les 60 vaisseaux humains que leurs collègues avaient engagés dans la bataille bondir, se tourner vers les cuirassés et lancer des vagues de tirs d'attaque. 4 jours plus tard, les Xanzi signèrent un traité de reddition inconditionnelle à la nouvelle Union Terran.
Il rendit tous ses esclaves, abandonna sa technologie et déclara qu'il ne possédait plus les 5 cuirassés désormais occupés par l'armée conjointe humain d'Aniké, qui menaçait de façon menaçante la capitale de la planète natale d'Exanzi. Personne n'avait jamais tenu tête à la force la plus puissante de la galaxie et utilisé ses propres armes contre elle. Les Xanzi n'avaient jamais subi une défaite aussi écrasante, une défaite qui ne leur permettrait plus jamais d'être aussi puissants qu'avant. Il semblait que rien ne serait jamais aussi puissant qu'avant. Sauf, eh bien, les humains. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en savoir plus, suivez-moi sur tous mes réseaux, likez et partagez.